my pleasure to welcome you. My name is Aziza Akhmouch. I'm heading the Cities, Urban Policy and Sustainable Development Division at the OECD, and this is the first part of the Urban Days that we're actually opening to a hybrid format. So we have a few dozens of stakeholders who are also registered and following us on Zoom online. So I'll make the same disclaimers as I've been making since the beginning of the Urban Days. Number one, this is, and big thanks to our interpreters, a session that will be translated to French, available in both French and English. So if you're online on the Zoom, you just use the interpretation button and use the language of your preference. Second disclaimer, this is being recorded and that will be available to the public, and we'll have some social media and dissemination campaign after the masterclass. And third, if you're in the room, join the table. We still have a few spots left, so don't worry about nameplate. Just sit wherever you want, and then we'll make sure you all have a chance during the discussion to step in and introduce yourself and so on. Thank you very much. Welcome to this special masterclass on the revolution of proximity. This is such an exciting name, Carlos. I mean, each time I read it, I feel this is spot on, where we will discuss this idea that everything you need in your daily life, whether it's work or education or healthcare or leisure or any other essential services, could and should be a short walk or bike ride from your home. It's really my pleasure today to welcome Professor Carlos Moreno. We've been working with Carlos for a few years, if not a decade. And I have to say, even more closely after the pandemic, because this COVID-19 crisis somehow magnified a number of structural challenges that our cities are facing, and has put a spotlight on a number of concepts that have existed for a long time, but that have gained particular traction against the pandemic. And you all around this table and online know Carlos. He's a globally renowned thinker who's been at the forefront of this movement on rethinking proximity, the creator of the internationally acclaimed 15-minute city model, an idea that we've seen really proliferate across different cities in Europe, in Latin America, and much beyond. Carlos is the scientific director of a lab within the University Paris-Sorbonne Business School, which is on entrepreneurship, territory, and innovation, and a globally recognized expert in smart cities and urban innovation. Fascinating areas of research where you've been really combining the technology, the human-centered design, and the environmental sustainability into a narrative that is extremely compelling to redefine what a thriving environment should be now and going forward for the 21st century. You've written many books, Carlos, and will gladly provide access to these to whoever may be interested in the room. Droit de cité, de la ville monde à la ville du quart d'heure, already 4 or 5 years ago. It looks like yesterday, actually, when this went public. And more recently, in 2024, the 15-minute city, a solution to saving our time and our planet, which has been translated in, I don't even count anymore, 13 languages. Carlos is really a friend of the OECD, and I'm delighted to welcome here today to tell us about his vision for this revolution of proximity. Carlos will share a PowerPoint presentation that will be uploaded now, and a keynote of 20-25 minutes with us all, and then we'll have a good 20 minutes for interventions, questions from anyone sitting around this table. Merci beaucoup, Carlos. He will make his intervention in French. Please use the headsets if you were not in the room before, either just in front of you or on the side of your chair, and enjoy the great interpretation. Gracias for this kind invitation. It's a real pleasure for me to be here. Thank you for coming. I will speak in French, and after for the Q&A, you could discuss in English
or Spanish as well, or Italian. Thank you. For 25 minutes, I will explain the concept of the revolution of proximity. In French. L'été dernier, pardon, l'été dernier, les Jeux Olympiques ont été un moment très important à Paris pour le monde, pour évoquer une ville qui est capable de avoir des lieux multiples basés sur de l'urbanisme tactique et qui permettent donc de faire de l'usage de l'espace public, de multi-usages pour accueillir des compétitions. Alors, c'est où? Can we move next slide? Ah, ça devient compliqué si je ne peux pas. Voilà, ça devrait marcher. It's good. Alors. OK. Voilà. OK, it's OK. Cette compétition a pu montrer au monde l'importance de ce concept qui n'est pas uniquement de la proximité, mais qui est celui d'organiser la ville pour avoir en tout temps et en tout lieu des services qui sont à l'échelle humaine pour accéder à des multiples activités. À l'occurrence, c'était des compétitions. Mais ces jeux ont permis de montrer aussi comment on peut se réconcilier avec l'eau. La Seine, ça a été le cas. Et ces jeux ont pu montrer également comment une ville comme Paris a été transformée sur les 2 dernières décennies afin de retrouver une qualité de vie qui réconcilie l'espace public, les citoyens, mieux respirer, accéder à la végétalisation, la résilience climatique, mais également offrir de l'espace public à l'intérieur des écoles, avoir des écoles dont les rues sont apaisées, avoir du commerce également qui soit propice pour les quartiers, avoir de la culture qui soit à la portée des uns et des autres. Récemment, le 23 mars, il y a eu un référendum à Paris pour rajouter 500 nouvelles rues qu'on appelle les rues jardins. Ce sont des rues dans lesquelles une partie de la rue est neutralisée et elle est transformée dans des lieux de végétalisation. On ne vient pas toujours interrompre la circulation, on laisse une voie, mais les stationnements sont supprimés pour avoir des voitures qui passent et non des voitures qui deviennent des ventouses installées toute la journée. La ville des quarts d'heure est devenue aujourd'hui une pratique dans la ville. Vous pouvez consulter les extraordinaires websites que la ville de Paris a mis depuis 3 semaines en installation et qui présentent toutes les transformations dans tous les quartiers de tout ce que vous pouvez avoir à proximité, juste pour optimiser les services qui sont disponibles et faire une ville qui soit plus agréable, plus aimable, plus disponible pour chacun de nous. Next slide. Alors là, c'est bien compliqué. Can we get maybe a second clicker here? Something maybe. Thank you, ladies. Ce concept est né avec Paris, puisque je suis à Paris, j'habite à Paris, je suis chercheur à Paris. Mais la région Île-de-France, qui comporte presque 10 millions d'habitants, a voté le 13 juillet 2023 un programme stratégique, les programmes stratégiques de la région Île-de-France, la région Île-de-France des 20 minutes. C'est très intéressant parce que la ville de Paris, la maire qui est très engagée, Anne Hidalgo, elle est socialiste. La région Île-de-France, la maire et la présidente Valérie Pécresse, elle est de droite. Ils étaient toutes les deux concurrentes à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse m'a appelé, il m'a dit, je vais lancer les projets des 20 minutes à la région Île-de-France, 33 nouvelles centralités, 132 nouvelles polarités.
On me dit que je ne devrais pas les faire parce que j'avais copié la maire de Paris qui est socialiste, mais en fait, je vais appliquer les travaux scientifiques des professeurs Morello. Je lui ai dit, bien sûr, bienvenue. C'est un mouvement qui est devenu mondial et qu'on trouve aujourd'hui dans les 5 continents avec plein de noms différents. Je vois qu'il y a l'Université d'Utrecht. C'est un projet fantastique. Utrecht est une des villes en Europe dans lesquelles on a le plus de la mobilité en vélo. Et j'ai eu le plaisir d'être à Utrecht, de travailler avec les villes d'Utrecht. Je les reçois assez souvent parce qu'ils ont lancé les programmes Utrecht de 10 minutes parce qu'il y a trop de bouchons avec des gens en vélo. Et donc, l'idée était de faire une campagne pour que les gens arrêtent de prendre les vélos et prennent les bus. Et finalement, la question était avec les isochrones, pourquoi il fallait faire ces longs trajets en vélo? Et dès là est né les projets que vous pouvez consulter sur le website, Utrecht de 10 minutes, parce qu'il s'agit de décentraliser. Il y a eu une innovation dans les villes d'Utrecht qui s'appelle donc les codes barres de ville, qui est donc des isochrones assez intéressantes. Mais on peut le dire aussi à Nuraven, à Copenhague, s'ils sont là, la ville des 5 minutes, à Melbourne, la ville de 20 minutes. Le territoire écossais, qui est une nation, a voté une loi qui est le territoire des 20 minutes. L'Espagne a lancé un projet de toute l'Espagne qui s'appelle les territoires des 30 minutes. Et la liste est longue, avec des différents surnoms. Et les quartiers complets, c'est vraiment un mouvement qui est devenu aujourd'hui et partout, avec chacun divers types d'implémentation. Et c'est là l'intérêt de ces concepts, c'est que c'est pas une doxa, c'est pas une liste de choses à checker. Il n'y a pas un concours, la ville qui a plus de ceci ou la ville qui a plus de cela. C'est une implémentation qui favorise la proximité dans un triple aspect écologique, économique et social pour désaturer les lieux et pour offrir plus de capacités de vie, moins de CO2, plus d'économie locale, plus de sociabilité, plus d'interaction. Ce n'est pas plus un projet écologique qu'il l'est aussi du côté économique et du côté social. C'est très important parce que la sustainabilité, il n'est pas uniquement la réduction des émissions de CO2. Bien sûr qu'on encourage les maires et les gouvernements locales et les gouvernements régionaux et nationaux à avoir des plans climat, des plans biodiversité pour réduire l'empreinte de CO2 et augmenter les ratios de biodiversité. Mais ça ne suffit pas pour faire des villes vivantes, des régions vivantes. On a besoin également de développer une économie locale, des circuits courts, de l'emploi, de la création de valeurs, d'avoir des compétences, d'avoir des écoles, d'avoir également un savoir-faire qui s'enracine. Et ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale avec l'administration Trump depuis quelques mois nous montre l'importance de cette résilience qui est produite quand on est capable de gérer localement ses ressources, de gérer un emploi local relié à des quartiers qui vivent, à des interactions sociales. C'est ça aujourd'hui la force de ce concept au niveau mondial. Nous avons à notre palmarès l'ouverture d'un dialogue urbain à l'échelle mondiale, dans les 5 continents, tous les jours, et dans de multiples langues. Mes livres sont traduits aujourd'hui dans énormément de langues et ça continue, parce que face au changement climatique, face aux nouvelles maladies urbaines, face à la déshumanisation de nos villes, face aux centres commerciaux qui aujourd'hui ne sont plus un modèle économique valable, face à la ville minérale, au trafic, à la pollution, face au transport en commun, aux heures de pointe qui sont inhumains, il faut un changement radical. Nous avons ouvert ce débat dans la proximité. J'ai fait un travail avec mes équipes de compilation de ce qui s'est dit pour, ce qui s'est dit contre. Peut-être vous n'arrivez pas à lire, mais dans les pour, on lit essentiellement pas uniquement well capability, pas uniquement by capability, mais surtout well-being et belonging. Appartenir à quelque chose, appartenir à une ville, appartenir à un quartier, appartenir à une rue, appartenir à des gens qui habitent ces lieux et qui sont ensemble. Et dans les négatifs, on va trouver overcrowding, stress, isolation, conflict et gentrification. Et je voudrais vous montrer, à vous qui venez de beaucoup de lieux dans le monde, pourquoi il y a de nouveau et pourquoi, en fait, on est un des leviers aujourd'hui majeurs qui est adopté pour lutter contre la gentrification parce qu'on a besoin de rééquilibrer nos villes. Aujourd'hui,
les espaces, que ce soit privé ou public, ont besoin de se rééquilibrer et socioculturellement, socio-économiquement, on a besoin de changer notre mindset, notre manière de vivre. Qu'on soit gouvernance locale, qu'on soit acteur des privés ou qu'on soit des citoyens qui habitent. Et la clé de cette transformation est aujourd'hui la relation entre l'espace urbain et les temps utiles. Pendant cette décennie, on a sacrifié les temps utiles juste pour gagner notre vie en la perdant. Des grands déplacements, la sonification, la segmentation qui est allée de pair avec la gentrification. Ce n'est pas Carlos Morneau qui a mis sur le tapis une discussion sur la proximité. Cette discussion, il a autant de temps que l'urbanisme moderne a émergé. Il y a une centaine d'années, les cités-jardins des Ebenezer Award, George Simmel, le sociologue allemand, en 1903, ils ont déjà évoqué cette discussion. Bien sûr, elle a traversé tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Mon ami, l'urbaniste iconique Jan Gehl, a écrit City for People et a montré l'importance. La géographie des temps, un des premiers prix votre lot, le prix Nobel de géographie, Thorsten Egerstrand. Et au milieu de cette galaxie, Christophe Alexandre et autres, Jane Jacobs, qui a été à la pointe dans la lutte contre l'imposition de la zonification à New York en particulier et dans l'héritage de Le Corbusier avec Robert Moïse. Les cités-jardins, à la fin du 19e siècle, s'est posé la question de comment rééquilibrer la ville avec la nature. George Simmel, en 1903, il a écrit un livre extraordinaire que je cite souvent, Métropolis et vie mentale, et dans lequel il disait la vie mentale dans la métropole risque de poser un problème de refuge d'individualisme qui va être incrémenté par l'émergence de montres individuelles qui vont faire que chacun se crée un univers disjoint des autres et va produire des nouvelles maladies mentales auxquelles nous devons faire face. On est en train de parler de 1903. C'est quelque chose, effectivement, qui s'est produit à partir du moment où nous avons assisté à l'émergence de la massification de l'automobile dans la ville. Henry Ford, 1913, la naissance de la première voiture, et par la suite, nos villes modernes qui sont devenues non plus dessinées et façonnées pour les habitants, mais ont été façonnées autour des trois éléments de matériaux. D'abord, les voitures avec l'essence, les ciments pour le Central Business District et les métals qui constituaient la manière comme on faisait les voitures. Et donc, juste en un siècle, quand on a multiplié la population par 20, les villes se sont développées avec des longues distances, la zonification, l'émergence des quartiers d'affaires, les quartiers résidentiels, les quartiers culturels, les quartiers où on va avoir des activités. C'est les triomphes de la charte d'Athènes menée par Le Corbusier, qui en 1933, il dit il faut séparer les lieux pour qu'on soit concentré et qu'on soit efficace. Et Le Corbusier, il disait la ville qui a des succès, c'est la ville qui va vite et c'est la ville qui va loin. Et à partir de là, nous avons assisté dans le monde entier à cette forme de ville. Des bâtiments où on éloigne comme un métronome géant les gens qui ont les moins de moyens, les autoroutes, les doubles, les triples, les échangeurs et les voitures qui viennent avoir l'essentiel. Et donc, la sonification, c'est une couleur pour une activité et pour passer d'une couleur à la suivante, c'est un déplacement, souvent en voiture. Et c'est la forme urbaine qui se développe partout dans le monde. C'est notre pari à nous avec la Défense en 1961. 1962, la Seine devient une autoroute pour que les gens qui vivent à l'Est puissent rejoindre l'Ouest pour aller travailler. Ça, c'est les skylines de Buenos Aires, le microcentre que nous connaissons tous, en grosse difficulté après le Covid. Et ça, c'est
le comble de cette zonification, Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, le pays qui a la moindre densité au monde, héritier du plus grand empire qui n'a jamais existé dans l'humanité, Genghis Khan dans le XIe siècle, pays des nomades qui vivaient en harmonie avec la nature, transformé dans la ville la plus polluée au monde de manière ininterrompue depuis quasiment 20 ans, avec la même skyline, avec le même slum, avec cette même difficulté aujourd'hui pour avoir de la qualité de vie. Donc, nous sommes aujourd'hui confrontés à une zapette qui marche mal. Ah. Ça devrait. Can we move to the next slide, Anani? Ah, putain. Pardon. Ce ne sera pas traduit. Ouais. Voilà. Donc, si ce concept aujourd'hui a pris de l'essor, c'est pour remettre à jour au XXIe siècle les concepts menés par un siècle de penseurs et des personnes engagées, comme ça a été le cas avec Jane Jacobs, qui disait une ville est vivante quand on a en tout temps et en tout lieu une multiplicité de choix sans avoir la dépendance à une voiture individuelle. C'est une nouvelle relation entre l'espace et le temps. Nous avons deux personnes qui sont extrêmement liées au développement, tantôt à l'origine comme aujourd'hui au nouveau développement. Le professeur Yunus, prix Nobel, avec son triple zéro, carbone, zéro pauvreté, zéro exclusion, son livre en 2012, qui nous amène à cette définition de la ville durable, de la vie durable, dans la convergence de l'écologie, l'économie et le social pour créer cette triple valeur. Depuis 2 ans, j'ai l'honneur et le plaisir de travailler avec Paul Krugman au sein de la Regional Science Association, qui est l'association mondiale des scientifiques pour les politiques régionales et territoriales. Paul a eu le prix Nobel en 2008 avec la nouvelle économie géographique et nous avons remis à jour la nouvelle économie géographique pour dire que la proximité jouera un rôle majeur si elle est durable pour revitaliser notre économie locale. Et nous avons eu raison, c'était avant l'administration Trump, on voit aujourd'hui l'importance de la résilience qui apporte la proximité également de manière économique. Ce n'est pas uniquement de marcher ou faire du vélo, c'est avoir de l'activité économique, avoir de la création de valeurs, limiter les dépendances. Avec Paul, nous avons appelé la nouvelle économie géographique de la proximité durable, qui constitue aujourd'hui les nouveaux développements sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions en Italie sur ces concepts-là, dans les projets de revitalisation par rapport à une loi que nous souhaitons faire voter en Italie. Nous avons écrit un article ensemble récemment pour dire que la proximité devient la meilleure source de résilience. Que la résilience, elle n'est pas uniquement climatique. La résilience, elle est aussi économique et elle est sociale. C'est pour ça que lors du 12e Forum mondial urbain au Caire, quand j'étais invité à faire la keynote d'ouverture du dialogue sur les villes et les climats, j'évoquais nous devons aller au-delà de la lutte pour le climat pour introduire la lutte pour l'économie locale comme une des meilleures sources d'interaction. Et c'est pour ça que j'ai proposé lors du Forum mondial urbain le concept de proxilience, puisque la proximité devient notre meilleure résilience. Quand il n'y a plus de train, quand il n'y a plus de route, quand il fait trop chaud, quand on ne peut plus sortir, mais quand on ne peut plus importer des matières premières, quand on a aujourd'hui des tarifs, quand on a des tarifs partout, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de travailler, on arrête de... Non, ça nous amène à réagir et à réactiver tous ces circuits locaux que nous avions perdus. Dans le sud de la France, je travaille avec des gens qui, finalement, ont importé des nylons depuis 50 ans. Mais le sud de la France, c'était le pays des mûriers, puisque ça permettait d'avoir des verres qui faisaient de la soie. Et toutes les fabriques de soie ont disparu complètement parce qu'on a importé le nylon depuis longtemps. Et donc, ça permet de remettre en place de nouveaux circuits de création de valeur. C'est ça la proxilience. C'est pour ça que la proximité aujourd'hui joue un rôle majeur dans beaucoup de politiques locales, régionales, mais également nationales. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement au XXIe siècle de lutter contre les inégalités économiques et inégalités économiques, mais parce qu'on a également admis
depuis la Deuxième Guerre mondiale, deux nouvelles injustices. L'injustice spatiale, avec des gens qu'on relègue au plus fond et au plus fond et au plus loin et au plus loin avec des faibles revenus, et l'injustice temporelle, parce qu'en plus, ils ont de plus en plus du temps à consacrer uniquement au déplacement et pas aux familles, pas à leur activité sociale. Et donc, on voit ce que ça donne aussi, les divorces, les femmes seules têtes des familles, où la vie s'effiloche, elle se perd. Et donc, nous luttons avec la ville des quarts d'heure, avec la X minutes city, parce que le moins important de la ville des quarts d'heure, c'est le nombre de minutes. Et ce qui importe, c'est lutter avec la proxilience, la proximité comme résilience, contre ce que nous appelons au XXIe siècle la vulnérabilité sociale, qui est la convergence des inégalités économiques, l'injustice spatiale et l'injustice temporelle. Et c'est ça qu'on retrouve comme pattern de ville en ville. On s'est inspiré de Christopher Alexander, mathématicien et architecte, qui a écrit dans les années 70 son bouquin A Pattern Language, pour trouver les patterns. C'est ça ma composante en tant que mathématique et computer scientist. Ça, c'est une ville que nous connaissons tous en France, la ville de Toulouse. Une extraordinaire ville. Pour ceux qui vivent au milieu de Toulouse, la vie est en bleu. On a accès à tout. Pour ceux qui habitent à 20 km, à 30 km, eh ben, la vie est en rouge, parce que ça devient des cités dortoirs. Et ces patterns-là, on les retrouve un peu partout dans le monde. Ça, c'est Bogota, la capitale du pays où je suis né, mais je ne peux pas vous le montrer. Non, c'était celle d'avant. Bon, c'est pas grave. Ah, bon, c'est pas grave. Can we go back? Voilà. C'est une ville dans laquelle, sur 9 millions d'habitants, un tiers habitent dans les quartiers des sud-ouest informels, avec quoi, essentiellement, pas d'éducation, très peu d'activités en emploi. Et ça, c'est les isochrones faits par une de collègues de l'université. Entre 90 et 120 minutes pour les gens qui habitent dans des quartiers du sud-ouest pour accéder à un travail, à l'éducation, à la santé, à la culture. C'est ça la gentrification, c'est ça la segmentation. Donc, il ne faut pas s'étonner que les diagrammes de temps des transports soient des diagonales du sud-ouest vers le nord-est. Et que donc, Bogota, comme beaucoup d'autres villes, la question, ce n'est pas d'avoir 3 métros, 4 métros, 5 métros. Non, la question, c'est où il y a du travail, où il y a l'éducation, où il y a la culture, où il y a des services médicaux, où il y a des lieux de sport. Si nous avions ces services de manière plus équilibrée, on n'aurait pas forcément cette ligne forte des transports dans mauvaises conditions. Donc, la proximité que nous voulons dans les minutes qui me restent, c'est lutter pour que la proximité soit valable pour tout le monde. C'est pour ça que ces projets, il est pour les gouvernances locales. Il est pour les maires, pour le président des métropoles, pour les présidents des régions. Il est pour les politiques publiques. C'est une politique publique la seule qui peut lutter contre la ségrégation en tant que nouvelle culture urbaine et nouvelle culture territoriale. Ce n'est pas une politique écologique pour avoir moins de CO2. Ce n'est pas une politique sociale pour avoir des quartiers où les gens se disent bonjour et ils s'embrassent. C'est une politique pour avoir un nouveau business model, un nouveau modèle économique. C'est ça qui fait la vertu de ces trois-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la réconciliation de l'écologie, de l'économie et de l'impact social passe par cette relocalisation de l'emploi, régénération des nouvelles manières de diminuer notre empreinte de CO2 par la marche et par les vélos, mais également de tisser les liens sociaux. Il s'agit non pas d'avoir une baguette magique, mais d'avoir un plan local d'urbanisme, un plan d'ordonnement territorial, un plan de politique nationale, comme le fait Pedro Sánchez en Espagne ou le Premier ministre en Écosse, qui permet de transformer nos vies bloc par bloc, quartier par quartier, dans une démarche inclusive, dans une démarche de sustainabilité, dans une démarche durable. On m'avait dit que c'était une utopie quand je l'ai proposé en 2016. Et bien aujourd'hui, cette utopie est présente dans beaucoup de lieux dans le monde. C'est un arc-en-ciel. Chaque couleur permet d'accéder à une fonction. Et bien nous voulons que ces couleurs soient mélangées entre eux et un peu partout. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arc-en-ciel de la qualité de vie. Mais
ce n'est pas une compétition. Il faut le faire au rythme qui peut le faire la ville, au rythme de l'acceptabilité du secteur privé pour changer sa matrice productive, au rythme de l'acceptabilité des citoyens pour transformer également leur mode de vie qui sont loin d'être des modes de vie du 21e siècle. Ils sont encore les modes de vie du 20e siècle quand on aimait sa voiture et on considérait qu'être quelqu'un dans une ville était avoir une grosse voiture. Ça, c'est nos amis de Munich qui ont développé les 8 principes essentiels de notre paradigme. Proximité aux services essentiels, densité organique, mélange des usages, espace public de qualité et public transportation efficient et mobilité bas carbone et inclusivité sociale et la technologie pour accéder à des services à distance. C'est cette hybridation, en fait, entre les services et les nouveaux indicateurs de qualité de vie. Nous avons créé l'Observatoire mondial des proximités durables avec UN Habitat, UCLG, la plus ancienne organisation locale des maires, et mon équipe. Et nous avons proposé ce concept de la haute qualité de vie sociale avec 3 éléments d'indicateurs: mon bien-être personnel et familial, mon bien-être social avec mes voisins et mes collègues de travail, et mon bien-être écologique, mon empreinte de CO2 et l'altérité avec les gens qui vivent là. C'est ça ce qui s'est passé à Paris. C'est qu'il y a un plan local d'urbanisme qui a été voté en novembre 2024 et c'est ça qui donne l'élan de la transformation pour les 10 prochaines années. C'est ça qui explique qu'on soit parti de là il y a 20 ans pour en être là aujourd'hui, qui a permis de transformer les espaces publics, mais qui a permis non pas uniquement de transformer le fait des marchés ou le fait de faire du vélo, mais qui a permis également d'ouvrir les écoles le week-end, d'apaiser la circulation devant les écoles pour que ce soit des parcs. 200 écoles, 200 nouveaux mini-parcs. De créer des filiales de commerce à Paris qui sont financées par la ville pour installer des commerces partout avec des locaux qui sont moins chers. Rééquilibrer le logement social. Il n'est pas normal que dans une ville comme Paris, dans les 7e arrondissement, on ait 2,2% de logement social et que dans les 19e, on ait 42,2% de logement social. Ça s'appelle de la gentrification et nous devons lutter contre ça. C'est pour ça que nous convertissons des lieux monousage en des lieux multi-usages, qu'on développe le logement social et qu'on crée des nouvelles centralités. Et c'est ça aujourd'hui qui est développé, non pas uniquement à Paris, mais qui est développé dans d'autres villes dans le monde. Je suis très fier qu'aujourd'hui, la ville de Mexico, avec 23 millions d'habitants, Clara Brugada, qui était élue maire en octobre, ait lancé, avec mon soutien, les programmes Sans Utopias pour Mexico, après en avoir fait 17 dans la ville où elle était maire, une commune, Iztapalapa, pour régénérer la proximité, comme ça a été fait, et qui a permis de diminuer la violence de 42% pour Iztapalapa, qui avait 2 millions d'habitants. Et c'est ça qu'on trouve aujourd'hui, donc dans d'autres villes dans le monde, en Afrique, et je finirai par ça, ou des villes moyennes comme Sousse implémentent, à Melbourne, de l'autre côté de la planète, à Busan, d'où je viens, où c'est absolument exemplaire en Corée du Sud, et ce qui est en train de se faire. L'Écosse, en tant que nation, a voté son plan national. Et je vous invite à nous joindre à l'Observatoire mondial des proximités pour suivre ces travaux. Merci beaucoup. Un grand merci, Carlos, non seulement pour la vision qui a été une grande source d'inspiration pour beaucoup de décideurs à l'échelle locale et nationale, mais aussi pour la partie très opérationnelle et le retour d'expérience que l'on peut faire maintenant dans ces 10 dernières années avec des exemples tout aussi concrets qu'illustratifs et je suis sûre que ça sera une très bonne base pour la discussion. Donc, we'll switch back to English now. We have a good 10-15 minutes. So I'll invite you, if you wish to take the floor, to raise the flag this way, even if it's not your flag, it's okay. And then when you take the floor, do introduce yourself. So I think I have Felipe from Paraná, and then we'll have Vincent from Aix-Marseille, and we'll go to the University of Bath. Felipe, you have the floor. Alors, je suis Philippe de l'État du Paraná. Merci beaucoup, Aziza. Carlos, félicitations. C'est toujours bien de vous écouter. Le concept est génial. Je voudrais écouter de vous quels seraient les défis
pour adapter le concept de ville de quart d'heure pour une ville, pour les maires, pour une ville déjà construite, complexe, dense. Ça passe pour les plans directeurs parce que l'idée est géniale. Moi, je fais le possible moi-même de l'adapter, mais je voudrais toujours quand je vous écoute parler, en pensant à la place d'un maire, quels seraient les défis à surmonter pour adapter le concept à une ville déjà construite, dense et complexe? Merci. Merci beaucoup. Vincent? Bonjour, Vincent Fouchier, métropole Aix-Marseille-Provence. Merci Carlos pour cette présentation qui remet bien à jour et montre aussi l'évolution de la réflexion. Moi, je me dis toujours que la notion de proximité et la notion du quart d'heure renvoient au temps, alors que le sujet, me semble-t-il, n'est pas que le temps, c'est la distance. Et la distance divisée par le temps, c'est la vitesse. En réalité, on doit parler de vitesse parce que ce qui nous intéresse, c'est de plus en plus de s'affranchir de la vitesse automobile. C'est le mode de déplacement le plus rapide. Et en 15 minutes en automobile, on va loin. En 15 minutes à pied, on va pas très loin. D'où la question de la distance. Et est-ce que la question, ce n'est pas la ville marchable, la ville cyclable, et non pas seulement la ville du quart d'heure? Parce que quand on veut éviter le recours à la voiture, quand on veut faciliter l'accès à tout ce dont on a besoin dans le quotidien, à des gens qui ne sont pas mobiles en automobile, parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire, ils n'ont pas les moyens de s'acheter la voiture ou autre, eh bien c'est la distance qui va compter. Donc est-ce qu'il ne faut pas faire un petit shift assez rapidement sur la proximité au sens de la distance courte, la ville des courtes distances, la ville marchable, parce que le concept va nous renvoyer sur d'autres logiques, parce que le quart d'heure, si on l'applique dans la périphérie, on peut aller très loin dans un quart d'heure avec la distance automobile. Et les statistiques, elles sont redoutables. Un habitant dans un centre-ville, alors je parle pour le contexte français, européen, un peu mondial que je connais aussi, euh, un habitant d'un centre-ville passe pas plus de temps à se déplacer qu'un habitant de la grande périphérie. Simplement, le mode de vie est très différent. Et ça, on n'a pas toujours en tête. La différence, c'est le temps rapporté à la vitesse qui nous donne la distance. Merci. Si tu en es d'accord, Carlos, on va prendre tous les drapeaux levés et ensuite on a un moment jeune où on a deux jeunes en partenariat avec Sciences Po qui vont aussi t'interpeller et je te laisserai englober tout ça, poursuivre si nécessaire en dehors de la pièce. C'est le début d'une conversation. We go next to the University of Bath and then if you can tweak a little bit your nameplate so I can read it and same over there because I can't read where you're from. Go ahead, sir. Thank you very much. Very inspiring talk, and I have to do it in English, I'm afraid. Yeah, I think it's a very interesting thought also from a perspective from water management, actually, I would say. If we look at what the city does, they bring in water from the outside of the city, bring it to our taps in our home. We collect the wastewater and we bring it out to a wastewater treatment plant and we discharge it again. And in one of the projects I'm involved with and which I actually initiated a few years ago was looking at how can we look at inequalities in cities in terms of water security. So we have an assessment framework for water security in cities. Within regions in the city, so maybe your 15-minute areas in the city. And I think what we would like to do is create cities which are resilient for water in terms of flooding, but also in terms of water availability. And I think we have to move away from this linear approach from bringing water from outside the city and bringing it back to somewhere downstream of the city and create these local areas within the city that focus on supply of water, catchment of rain, and have a local closed water cycle. So it also connects to the circular economy in that sense. So I was wondering, do you have any data or any information you've done in terms of water management in your 15-minute cities? Great, thank you very much. Is it, that's not Japan, so do introduce yourself. Et ensuite,
Oui, bonjour, je suis Brilliant Anderson, je travaille à l'OCDE, au Club de Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Donc, on travaille avec les villes africaines, en fait, et la région. En fait, donc, je pense, comme vous savez, en fait, les villes africaines sont en plein d'urbanisation, c'est rapide et c'est souvent, c'est pas formalisé, en fait, c'est informel et pour nous, en fait, c'est difficile et je me demande si vous avez des exemples en Afrique que, en fait, j'ai vu qu'en fait, il y a en Tunisie, mais en Afrique de l'Ouest, s'il y a un exemple que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'ils ont géré pour arriver à créer la proximité, parce que pour nous, ce qu'on trouve, peut-être c'est nécessaire d'avoir le management des territoires, je ne sais pas. Donc, si vous pouvez parler un peu de ce sujet, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Non, non, c'est bon. Merci. Foscari University of Venice. Is that you, sir? If that's your nameplate. And then we close with the two students from Sciences Po, and Carlos wraps it up. Go ahead. Yes, thank you, Carlos, for your presentation. As I told before, in Italy, we have many problems with the development of the city, in particular the city center, because the gentrification is very high. And some times ago, we had probably a 10 minutes proximity. Now we have a 1 hour proximity. So the problem is that in many cities, the main goal is to attract tourism. And if you look to transform your city in a tourist city, this is not good for residents. Often the residents dimension is facing a tourism dimension, and we have a lot of problem, and so the proximity need to be fed by a new policy for people, and above all for young people, because our population, especially in some city centers, are aging, and so we need to think about proximity at a system level. So we are working on this. And as I told you before, we will invite you for discuss our work. And thank you for your presentation. Thank you so much. And I think this is a great transition actually to the youth moment, because Carlos, you will be pleased to hear that throughout the urban days, we have partnered with the Urban School of Sciences Po, who's represented here by the Dean, Tommaso Vitale, and also the University of Léonard de Vinci and its Director for Urban Transitions, Radzi Amadi, to have in each session a youth explicit perspective. So I'm glad now to invite, last but not least, Victor Duchestel de Montrouge and Natalia Montejo to share their views, and then we'll invite you to wrap up. Hello, everyone. Thank you for having us here. And my question for you will be, the 15-minute city has changed the approach on how cities have been planned, passing from always seeing cities at the metro level and to planning the scale neighborhood. However, the 15-minute city has also raised questions on creating a lock-in effect in neighborhoods where people don't live their area, and that does not create integration. After your experience working with the Paris government, how does the 15-minute city at the local scale can be balanced with the metropolitan planning, city or metropolitan planning, to still promote a larger social integration between groups that might otherwise never meet? Thank you. I think you're used to this question, Carlos. That's anything to add, Victor, or you guys work together? But go ahead if you take a few seconds. Well, thank you. Also, if I may add something, then I found it was interesting to hear a lot of talks about the topic of gentrification as well. So I'm really wondering also, beyond improving quality of life and fostering ecological transitions, which the model clearly states as well, but how in detail could the 15-minute city also work to promote sort of social diversity and help curb gentrification, when we know that improvements to local areas may have the effect of also putting pressure on housing prices and commodities in local areas. So thank you very much. Okay.
3 to 5 minutes maximum. We do need to start the next session on time, but of course, a lot of this is in your books, and more discussions can happen outside the room. You have the floor. Press the mic over there. Thank you. Thank you for your comments. Thank you for your question. Of course, in 3 minutes, 19, 22. The first point, in fact, is this question of gentrification and social diversity. This is a very, very good question. And this point is at the heart of our concept. The question is less the number of minutes, dear Vincent. The question is not to define 10 minutes, 15, 20 minutes. The question is not only distances. The question is, how could we improve our quality of life in our cities? How could we offer a lot of different services for satisfying the essential needs? Our model, this is an ontologic model based on 6 essential points: to live, to have a roof for walls, but at the same time, to supply, to access to care, to access to education, to access to work, to access to leisure. And we wanted to develop a decentralized city for offering. In the case of the social diversity, the point is the social housing, the affordable housing. Gentrification in our cities is not related to the implementation or not of the 15-minute city concept in general, the X-minute city, because we have a lot of minute cities. The gentrification is related to the absence of a massive social housing everywhere in a city. This is the map of Paris. The west of Paris is totally gentrified, less than 7% of social housing. In the east of Paris, in the northeast of Paris, more than 40%. In Vienna, this is not the case. In Vienna, the social housing, this is not a house for poor people or for the working class. In Vienna, this is a legacy, this is a social legacy, this is a tradition. In fact, if we wanted to offer this social diversity, we need to implant social housing even in the wealth district. In Paris, when we have developed social housing in the 7th district, Rue Saint-Dominique, we have created the eco-district de Clichy-Batignolles in the northeast of Paris. The former military sites, Caserne de Rogy, Caserne d'Excelmans, in the rich district. This is in reality the key. And of course, this is not enough to propose social housing. We need, of course, to propose education. In Europe, it's easy because we have the schools are secular, compulsory, and free. But this is not the case. This is not the case in the Global South. In the Global South, we don't have a school every 400 meters. We don't have the medical services every 400 meters. For that, we need, in fact, to offering more than the question of distances, a isochron of the accessibility to the balanced services, with the possibility for managing this question of inequities based on security. The question of the water management is a very important question today, given that the scarcity of water resources. Montevideo, a very nice, great city, the capital of Uruguay, was during 6 months without water. Bogota, the capital of Colombia, 1 year with just the current water for citizens. Just yesterday, they have finished the authorization, the authorization for having access to water. Biodiversity, water, vegetation are the systemic way related to this presence of proximity for being resilient as far climate change is concerned. In Africa, we could discuss enough, but this is a very complex continent, given that we have lost in a few years the proximity
for offering this amazing gentrification. Lagos, for example, is totally insane. The capital of Nigeria, 23 million of inhabitants of Nigeria, 400 maybe million of inhabitants in the next decade. Why we have give a priority in Lagos just for having the same model of the New York or of Chicago, when for a lot of decades, the lifestyle, the African people was based on proximity. We have totally break out this proximity model for implanting this central business district modernity and to create a massive segregation, gentrification for coexisting the extreme wealth with the extreme poverty as well. This is no more a question of proximity today. This is the really deep roots, the social inequities and economical inequities that we need to go beyond the organization of a city, because this is the economic model of the whole country at the center of the reflection and discussions. Thank you so much. Thank you very much, Carlos. It's been really fascinating, and the heart and the passion that you put into this conversation is really contagious. So thanks a lot.